Alors, pour commencer aujourd'hui, on va se transporter sur le mont Kilimandjaro. Ah oui, Imaginez un peu la scène. Scott Carney, un journaliste, est en pleine ascension de la plus haute montagne d'Afrique. Mais il y a un détail qui cloche complètement. un énorme détail même. Voilà, il est en short, torse nu, au milieu de la glace et du vent. Et il n'a pas l'air de souffrir. Et il n'est pas là pour une mission suicide, hein. Il participe à une expérience. C'est ça. Et cette image, elle est saisissante. Elle pose tout de suite la question au cœur de notre discussion. Une question qui nous concerne tous en fait. Est-ce que notre confort moderne, notre vie passée entre, disons, 19 et 22 degrés, nous a rendus faibles? Est-ce qu'on a mis en veille une partie de notre biologie sans s'en rendre compte? Une force que nos ancêtres utilisaient tous les jours juste pour survivre? C'est exactement ça. Et pour explorer cette idée, on va s'appuyer sur des extraits d'un livre passionnant, What Doesn't Kill Us, de Scott Carney justement. L'homme en short sur la montagne. Et ce qui est génial, c'est que Carnet, au départ, c'est pas du tout un disciple convaincu. C'est un sceptique, un vrai. Ah oui, un journaliste d'investigation pur et dur. Il part avec une idée en tête, démasquer un homme qu'il pense être un charlatan. Un certain Wim Hof. On va donc suivre son parcours, du scepticisme à sa propre transformation. Le but, c'est de comprendre si, en s'exposant volontairement au froid extrême, par exemple, on peut vraiment réveiller des capacités biologiques qu'on pensait perdues. Et voir la science qu'il y a derrière tout ça. Exactement. Alors allons-y, plongeons dans le grand froid. Le personnage central de cette histoire, c'est donc ce néerlandais Wim Hof. On le surnomme The Iceman. L'homme de glace. Et sa promesse, elle est folle. Il prétend pouvoir contrôler son système immunitaire, sa température corporelle, Des choses que la science a toujours considérées comme automatiques. complètement hors de notre portée consciente. Et c'est cette promesse qui attire Carnet. Il se dit, ça c'est un sujet en or pour un article à charge. Donc il s'envole pour la Pologne où Wim Hof organise des stages. Oui, et il s'attend à trouver quoi? Un gourou, des disciples un peu crédules, beaucoup de vent. Il est armé de son esprit critique. Il est prêt à tout démonter. Et c'est là que tout bascule, dès le premier jour. Ah oui, Il y a un exercice de respiration. La technique a l'air simple. 30 grandes respirations, on expire tout et on retient son souffle. Poumon vide. d'accord. Carnet, qui se décrit lui-même comme un type plutôt intello, pas très sportif, il avait fait un test avant de partir. Il tenait 20 pompes. Pas une de plus. Une base de référence donc. Exactement. Et après 1 heure de cette respiration, Hoff lui lance un défi. Refais le test. Maintenant. En apnée. On imagine sa réaction. Il doit se dire que c'est ridicule. Et pourtant, il le fait. Et là, Et là, c'est le choc. Il en fait 20. Facile. Il continue. 25, 30. Il s'arrête à 40. Non pas parce qu'il est épuisé, mais parce que son cerveau n'arrive pas à y croire. il a doublé sa performance en 1 heure. Sans effort. C'est, c'est la première fissure dans son armure de sceptique. C'est plus une sensation là, c'est quantifiable. C'est une performance physique mesurable qui vient de doubler. On quitte le domaine de la croyance pour entrer dans celui de la physiologie. Et la semaine se termine par l'épreuve finale, gravir le mont Snezka en hiver. Juste en short et chaussures de rando. Et contre toute attente, il y arrive. Mieux que ça, il raconte qu'il se sent incroyablement bien. Il a chaud, il transpire même, comme si son corps était devenu une sorte de fournaise. Incroyable. Le groupe atteint le sommet, euphorique, mais le plus instructif, ça arrive juste après, quand il rentre dans un observatoire chauffé. C'est là qu'il se prend en pleine figure ce que les secouristes appellent l'afterdrop. L'afterdrop, c'est-à-dire C'est la chute de température après. Une fois au chaud, ces vaisseaux sanguins qui s'étaient contractés au maximum pour protéger ses organes vitaux, il se dilate d'un coup. exactement. Et tout le sang froid qui était dans ses bras, ses jambes, paf, ça retourne vers le cœur. Et sa température centrale s'effondre. Et donc il se met à trembler de façon incontrôlable, à claquer des dents. Il dit qu'il a paradoxalement plus froid à l'intérieur, au chaud, qu'il ne l'avait dehors, dans la neige. C'est un rappel brutal que la biologie a des règles. On peut repousser les limites, mais on ne peut pas tricher avec la thermodynamique. C'est clair. Alors justement, parlons-en. Comment c'est possible, in fine? Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour qu'il devienne une fournaise? Le livre avance une idée que je trouve vraiment puissante. Laquelle? On pense toujours à la santé avec 2 piliers, l'alimentation et l'exercice. Corneille suggère qu'on en a oublié un troisième, le conditionnement environnemental. C'est une idée centrale. Notre corps, c'est une machine à s'adapter. Il est fait pour réagir au chaud, au froid, à la faim. Or, on vit dans une homéostasie quasi perpétuelle. Température constante, nourriture à volonté,
On a éliminé presque tous les signaux pour lesquels notre corps est programmé depuis des millions d'années. On l'a mis au chômage technique. Prenons un exemple qu'il donne, le système circulatoire. Nos veines, nos artères, elles sont entourées de tout petits muscles. Des muscles lisses, oui. Face au froid, ces muscles se contractent. C'est la vasoconstriction, pour garder la chaleur près des organes. C'est une sorte de fitness vasculaire. Et en vivant toujours au chaud, on ne les sollicite jamais. Et la question qu'il pose est dérangeante. Est-ce que cette atrophie pourrait contribuer à certaines maladies cardiovasculaires? C'est comme ne jamais utiliser un muscle et s'étonner qu'il soit faible. Et il y a un autre acteur clé dans cette histoire. Une sorte de super pouvoir métabolique qu'on aurait tous. La graisse brune. Ah oui, le tissu adipeux brun. C'est un domaine de recherche fascinant. Pendant longtemps, on a cru que seuls les bébés en avaient pour se tenir au chaud. Et que ça disparaissait après. C'est ça. Contrairement à la graisse blanche qui stocke l'énergie, la graisse brune, elle la brûle pour produire de la chaleur. C'est un radiateur en fait. Et la grande découverte, c'est qu'on en a encore à l'âge adulte, et surtout qu'on peut en fabriquer plus. C'est bien ça. Exactement. L'exposition régulière au froid peut non seulement activer la graisse brune qu'on a déjà, mais aussi stimuler le corps à en créer de nouvelles, souvent en transformant la graisse blanche. Le corps apprend à transformer son stock d'énergie en chauffage. En gros, oui. Et Wim Hof et ceux qui pratiquent sa méthode ont des quantités de graisse brune bien supérieures à la moyenne. D'accord. Donc ça, c'est la partie physiologique, presque mécanique. Mais il y a une dimension mentale aussi. Carnet parle d'une interface qu'il appelle le coin de Wedge. J'aime beaucoup cette image. C'est une excellente analogie. Le coin, c'est notre capacité à utiliser notre volonté pour s'immiscer dans un réflexe automatique. L'exemple le plus simple qu'il donne, c'est de retenir un éternuement. Ah oui, je vois. On sent le réflexe monter, cette vague incontrôlable, et pourtant par pure concentration, on peut parfois l'arrêter. On a planté un coin mental dans le mécanisme. Et donc, résister en frisson dans l'eau glacée, ce serait le même principe? Précisément, le frisson est un réflexe. Au lieu de le subir, on apprend à le maîtriser, à dire au corps « Non, j'ai une autre stratégie, la graisse brune ». C'est pareil pour l'apnée. Ah bon? Le besoin de respirer, c'est pas le manque d'oxygène qui le déclenche, c'est l'excès de CO2. En s'entraînant, on apprend à tolérer ce signal d'inconfort. On plante le coin entre le signal et la panique. Ce n'est pas de la magie, c'est une compétence. Un muscle mental qui se renforce avec la pratique. C'est ça. Et ça ouvre une porte. Vertigineuse. Si on peut révéler ce genre de contrôle, quelles autres capacités sont juste en sommeil chez nous? C'est la suite de son exploration. Il se penche sur d'autres sens qu'on semble avoir perdus. L'exemple le plus fou, c'est le wayfaring. Le sens de l'orientation inné. C'est dingue quand on y pense. Moi, j'ai déjà du mal dans un parking avec un GPS. Lui, il cite l'exemple de Tupeya, un navigateur tahitien qui a accompagné le capitaine Cook. D'accord. Peu importe où il était dans le Pacifique, sur des milliers de kilomètres, sans repère, Tupaya pouvait à tout moment pointer le doigt dans la direction exacte de Tahiti. Sans carte, sans boussole. Comment c'est possible? Il lisait l'océan, les houles, les vents, les étoiles, des micro-signaux qu'on ne perçoit même plus. Il y a aussi cet exemple linguistique des aborigènes Gigui-Mithir en Australie. Ah oui, c'est incroyable. Leur langue n'a pas de mot pour droite, gauche, devant, derrière. Pas de mots. Non, tout est basé sur les points cardinaux. Il ne dirait pas l'araignée sur ta jambe gauche, mais l'araignée sur ta jambe sud-ouest. Ce qui implique qu'ils ont en permanence une conscience absolue de leur orientation, une boussole mentale qui s'éteint jamais. Exactement. Et ce n'est pas juste culturel, il y a une base neurologique. L'auteur fait le lien avec l'étude sur les chauffeurs de taxi londoniens. Avant le GPS. Oui. Il devait mémoriser The Knowledge, le plan de 25 000 rues. L'étude a montré que ça augmentait physiquement la taille de leur hippocampe, une zone du cerveau liée à la mémoire spatiale. Le cerveau se muscle littéralement. Et le plus révélateur, c'est que cette partie de leur cerveau rétrécissait après leur retraite. Use it or lose it. Utilisez-le ou perdez-le. C'est l'illustration parfaite. En déléguant notre orientation au GPS, on laisse peut-être une partie de notre cerveau s'atrophier. Et il y a d'autres réflexes comme ça, endomis. Oh que oui, il parle du commutateur maître de la vie. Ça sonne dramatique. Ouais, c'est le réflexe de plonger des mammifères. On le partage avec les dauphins, les phoques. Dès que le visage est immergé dans l'eau froide, le rythme cardiaque ralentit d'un coup et le sang est redirigé des bras et des jambes vers les organes vitaux pour préserver l'oxygène. Et c'est pour ça que les apnéistes arrivent à faire des trucs surhumains, comme retenir leur souffle plus de 20 minutes. Précisément, ils n'ont pas des poumons magiques. Ils ont appris à maîtriser et optimiser un réflexe qu'on a tous, mais qui est latent chez la plupart d'entre nous. D'accord? Donc si on connecte tous ces points,
Le froid, l'orientation, la plongée. On arrive à l'idée centrale du livre, qui est le décalage évolutif. C'est exactement la thèse. L'idée est que beaucoup de nos maladies modernes sont des maladies du décalage. Notre biologie a été façonnée dans un monde de défis, de rareté, et on vit aujourd'hui dans un monde d'abondance et de confort. Notre corps de l'âge de pierre est en conflit avec notre monde de l'ère spatiale. Et ça crée des bugs de design. Prenez nos dents. L'invention du feu a ramolli notre nourriture. Nos mâchoires ont donc rétréci avec l'évolution. Logique. Le problème, c'est que le nombre de dents, lui, il n'a pas changé. Résultat, les dents de sagesse n'ont plus de place. On doit les arracher. C'est un problème d'encombrement causé par une technologie. C'est la même chose pour les caries, j'imagine. Parfaitement. Les squelettes de chasseurs-cueilleurs ont très très peu de caries. L'explosion, ça coïncide avec l'agriculture, les céréales et plus tard le sucre. Notre émail n'a pas évolué pour ça. Et ça va bien au-delà de la bouche. L'obésité, le diabète. Mais le livre parle aussi des maladies auto-immunes. C'est l'hypothèse de l'hygiène. L'idée est que notre système immunitaire, fait pour combattre des menaces externes en permanence, se retrouve désœuvré dans notre monde aseptisé. Surentraîné mais sans ennemis. Exactement. Et comme une armée sans ennemis, il peut se dérégler et commencer à attaquer les propres cellules du corps. Donc, si je résume, Mhm. notre quête de confort a eu cet effet paradoxal de nous affaiblir, en mettant en sommeil des mécanismes de résilience. C'est ça. Et l'idée d'introduire un peu de stress contrôlé, le froid, l'effort, Mhm. c'est pas du masochisme, c'est une façon de rouvrir un dialogue avec notre biologie. C'est exactement ça. La solution, ce n'est pas une nouvelle technologie. C'est un retrait de technologie. C'est une désoptimisation volontaire de notre confort pour réoptimiser notre biologie. Il ne s'agit pas de devenir surhumain, mais peut-être de redevenir plus fondamentalement humain, au sens biologique. Reprendre le contrôle. Ne plus être un simple passager passif dans notre corps, mais en redevenir le pilote. C'est une belle façon de le voir. Et pour finir, le livre nous laisse avec une pensée qui élargit encore le débat. Il nous rappelle que notre corps n'est pas une entité isolée. Il abrite des milliards de microbes. On est plus microbien qu'humain d'une certaine manière. Voilà. Et si notre corps est un écosystème qui reflète son environnement, ça nous laisse avec cette question: que signifie vraiment être humain dans un monde où on a presque entièrement maîtrisé et isolé cet environnement ?